Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Politique et médias. L'actualité sur ce qui se passe et où ce qui se dit au Congo a été florissante en ce premier semestre de l'an 2024. Année de la jeunesse, selon un certain Sassou Denis, qui en fait se révèle être l'année de la vente de notaire par un jeune, Christelle Kijal, sur instruction de son géniteur mal luné, Denis Mathurin. Au lieu de construire le pays comme il se doit, au lieu de promouvoir l'unité nationale, au lieu d'améliorer les conditions de vie du peuple, les pseudo-révolutionnaires congolais, à l'instar du Ngaya Sassou Denis, sont devenus des profito-situationnistes, prédateurs de la pire espèce, usant d'artifices ingénieux pour piller et démolir notre cher beau pays, héritage de nos valeureux ancêtres, et où s'aborder notre belle République, héritage des pères fondateurs. Nous concernant, en ce 10 juin 2024, jour de commémoration du 33e anniversaire de la Conférence nationale souveraine, nous avons pensé élaborer un classement des meilleurs acteurs politiques et de la société civile qui auront marqué ce premier semestre de l'an 2024 au travers de leur prise de position, analyse ou réflexion, sorties médiatiques réussies, projections ou propositions sur les crises diverses et variées qui paralysent la pourtant belle République du Congo. Intégrité, détermination, courage, probité, endurance, engagement, sens du devoir, patriotisme, désir ou volonté de transmission, transmettre une idée, une conviction, des valeurs. Tels sont quelques-uns des critères qui m'ont permis, en ma qualité d'observateur averti de tout et rien, de cocher des cases en vue de plébisciter certains d'entre nous, combattants, citoyens émérites opposés à l'aventurisme et ou aveuglement du régime totalitaire et moribond de l'Alima. Cela dit, à présent, le classement. Premier, Clément Mirassa. Je souhaite qu'il y ait une carte qui soit faite du Congo et qu'on marque sur cette carte, département par département, là où il y a la présence rwandaise. Et on va constater que cette présence rwandaise est très forte. Sinon, elle est exclusive dans les départements de la partie sud. Quelles sont les études qui ont été faites pour qu'on en arrive là? Lorsque l'on sait que les 5 départements de la partie septentrionale ont une superficie de 235 000 km², c'est-à-dire plus du double de la superficie des 5 départements de la partie sud. Quelles sont les études qui ont été faites? Comment ça s'est justifié? L'autre préoccupation, et j'en viens à cette affaire d'accord de coopération militaire et technique, parce que je considère que l'occupation des terres avec le Rwanda va de pair avec cet accord de coopération militaire et technique. On peut nous expliquer pourquoi deux fois, en décembre 2022 et en août 2023, cet accord a été inscrit à l'ordre du jour des sujets à débattre au niveau du Parlement. Et 2 fois, ça n'a pas été débattu. Donc, je suis en mesure de dire que même les représentants du peuple ne sont pas au courant du contenu de cet accord qui a été signé en novembre 2021. Que cache-t-on? Pourquoi cache-t-on cet accord? Et je souhaite que l'un des accords dont la discussion devrait être bien suivie par les Congolais, qui devrait être retransmis intégralement par la radio-télévision congolaise, c'est l'accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda. Il ne faut pas qu'on nous cache des choses. Nous sommes tous Congolais. C'est pas parce qu'on est gouvernant aujourd'hui qu'on croit aimer le Congo plus que tous les autres. Nous tous, nous aimons le Congo. Et si on aime le Congo, on n'a aucune raison, à mon avis, d'aller vers ce genre de démarche. Ce n'est pas du tout normal. 980 km² offerts au Rwanda, ça veut dire que les terres, les mines, les eaux, tout dans cet espace appartient au Rwanda. C'est une enclave pour laquelle nous n'avons même pas de garantie que les Congolais y auront accès.
Peut-être qu'on y implantera une administration rwandaise. Est-ce qu'il est possible que dans un pays, on puisse... Mais c'est un cas particulier. Ça s'expliquerait par quoi? Ça s'expliquerait par quoi? À mon avis, il n'y a aucune raison. Donc, chers téléspectateurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'ai voulu relever des éléments nouveaux. L'élément nouveau, c'est quoi? C'est qu'en 2021, je considère que le Rwanda et le Congo ont discuté à travers l'ambassadeur et le ministre d'État chargé des affaires foncières, des affaires de titres fonciers du Congo. Est-ce qu'ils les ont donnés? Je n'en sais rien. Mais s'ils ne les ont pas donnés, qu'est-ce qui permet aux Rwandais de clamer à Kigali que les 980 km² sont désormais la propriété du Rwanda? Et je veux que les Congolais comprennent la chose. Ce que je dis en termes de 980 km², ça n'a rien à voir avec les 121 000 hectares qui ont été donnés, soi-disant, pour le ricin, et les 11 000 hectares qui ont été donnés pour le complexe agro-pastoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda a pratiquement 2300 km², 230 000 hectares sur le territoire, ce qui approche 9% de la superficie du Rwanda entier. Et je dis que ce n'est pas normal. Je suis de ceux qui pensent que l'accord, ou sinon les accords signés entre le Rwanda et le Congo, ont un agenda caché. Voilà un des aspects de cet agenda caché. Dieu merci. Remercions les Rwandais de nous avoir permis de découvrir la face de cet agenda caché. Mais je suis sûr qu'il y en a encore d'autres. C'est pour ça que je lance un message au peuple rwandais en disant que le gouvernement congolais, selon la législation congolaise à travers la constitution du 25 octobre 2015, le gouvernement congolais n'a aucun pouvoir de donner des terres à l'État rwandais sous le prétexte de la coopération sud-sud. Deuxième, Cédric Balou. Dès lors que les autorités ne se soucient plus du peuple, dès lors que les autorités ne se soucient plus de leur jeunesse, en ce moment, la loi est mal interprétée. Et donc, face à une loi injuste, la population a le droit et devoir de désobéir à cette loi injuste. La loi ne peut pas simplement être interprétée pour couvrir le pouvoir, pour couvrir nos autorités et qu'on interprète en défaveur de la population, en défaveur de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre avec moins d'$1 par jour dans un pays aussi riche que le Congo, où nous devrions nous lever pour prendre notre destin en main, pour prendre notre avenir en main. Moi, j'ai choisi d'être sur le terrain. J'ai pensé que cette loi est injuste et donc nous avons le devoir de désobéir à cette loi injuste. Et donc demain, le 11 avril, je serai sur le terrain. À vous de regarder si vous allez nous rejoindre dans cette marche où nous irons pour défendre les intérêts de la jeunesse dans cette marche qui est pacifique. La préfecture n'avait pas le droit de nous refuser cette marche parce que la marche, elle est pacifique. Nous marcherons pour aller remettre notre programme au Premier ministre Colline Makosso demain. À vous de voir si vous allez continuer à vivre dans cette vie d'esclave ou vous allez prendre votre destin en main. Demain, nous serons sur le terrain. Même seuls, nous allons marcher. Même seul, avec mon équipe, nous allons marcher. C'est pourquoi, les amis, nous vous laissons devant votre choix. Allez-vous rester à la maison pour vivre dans l'absolue pauvreté, pour continuer à aller mendier devant ces autorités, ou prendre notre destin en main? Vous êtes devant ce choix. Demain, nous savons qu'ils vont quadriller le rond-point Mungali. La police sera là. Mais nous serons là pour les tenir tête. À eux de voir s'ils vont nous laisser marcher, ou s'ils vont devoir nous reprimer et ils vont assumer les conséquences. S'ils veulent avoir le sang des Congolais sur les mains, ils auront le sang de la jeunesse congolaise sur leurs mains. Parce que nous ne sommes plus prêts à accepter de mourir de faim
pendant que eux jouent avec l'argent de notre pays. Je suis Castelin Cédric Ballot, votre humble serviteur. Deuxième ex-aequo, Modeste Boukadia. Comment dire que je suis heureux quand il y a pour un rien, on met un jeune en prison. Pour un rien. Parce que le jeune a besoin de travailler. Un jeune chante. Un jeune cherche une carte nationale d'identité. On le jette en prison. Non, je ne suis pas heureux. Je suis très malheureux pour mon pays. Je suis très malheureux pour le peuple congolais. Mais j'ai l'espoir, j'ai la volonté d'amener ce peuple pour qu'il s'exprime, pour que de leur souffrance, ils en fassent une force qui leur permette de transcender la peur. Parce que jusqu'à présent, c'est la peur qui nous a guidés. On avait peur de mourir. Mais quand on est déjà mort, on ne peut plus avoir peur de mourir. C'est pour ça que je souhaite vivement que le peuple exprime sa souveraineté et que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, doivent se montrer à la hauteur de l'engagement qu'ils ont vis-à-vis du peuple et que tous les partis politiques doivent saisir la main du peuple pour que nous puissions aider notre pays à se restaurer, à être ce pays si accueillant qui recevait tous les Africains à l'université qu'on appelait le CSB, pour que nous allions, que ce soit au Tchad, au Centrafrique, au Cameroun, au Gabon, en RDC, partout, que nous reformions ce qu'on appelait l'Afrique centrale et que nous constituions la base d'un marché intérieur qui s'appelle États-Unis d'Afrique centrale, le plus grand marché intérieur parce que cette zone de l'Afrique centrale dispose de tout ce dont l'Occident a besoin. Et donc, plus que jamais, c'est maintenant que nous devons être prêts, nous Africains, nous Congolais, nous Africains de l'Afrique centrale, d'être à la table pour que nous disions, voilà le partenariat qu'il nous faut avec l'Occident. L'Occident a la capacité d'avoir les outils. Nous avons besoin de ces outils-là. Notre jeunesse a appris dans ces pays-là. Nous devons tout faire pour que nous ramenions nos jeunes sur les terres ancestrales par le biais de ce que j'ai appelé la désimmigration avec toutes les compétences. Et ce sont cette nouvelle génération dont nous, parce que c'est une histoire de génération, ils ne peuvent pas remplacer M. Denis Sassou Nguesso s'ils ne prennent pas le pont. Et je suis ce pont que je leur offre pour que demain, ils puissent faire rayonner le Congo de par le monde. Quatrième, Maurice
Basengo Tiassi. Le coup d'État a été préparé à Oyo par Sassou Nguesso, qui a reçu, vous vous souvenez bien, il y a une dizaine de jours, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'endormir d'ailleurs, parce qu'il est arrivé même jusqu'à lui, le traiter d'itinérant. Une façon de se moquer de lui. Connaissant Sassou Nguesso et ses intrigues, il avait déjà une idée derrière la tête. Tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso est un homme rancunier et qui aime les coups bas. Malheureusement, Fathi, qui se comporte en bon chrétien, mais pas en politique, il se comporte également en diplomate, il ne se méfie pas de ce grand dictateur. Et pourtant, qu'il a bien traité de traître qu'il a poignardé sur le dos. En tout cas, il a eu la chance de ne pas tomber dans ce coup d'État. Merci à ces anges gardiens. Avant que les mercenaires téléguidés par le Congo et le Rwanda pénètrent au palais du peuple, ils sont d'abord passés à la résidence de Vital Kamerhe, où 2 policiers ont été tués. Je vous montre d'ailleurs les images et les impacts des tirs et de sang dans la résidence de Vital Kamerhe. Donc après, ils se sont rendus au palais de la nation de Kinshasa, le bureau officiel du président Félix Tshisekedi, où on voulait d'ailleurs l'exécuter, parce que c'était lui la cible. Les gens ont traversé. Comment des mercenaires ont-ils eu la facilité de pénétrer dans ces lieux hautement gardés? Il faut se poser des questions. Nous pouvons dire simplement que les gens voulaient finir avec Fathi, qui est un simple itinérant, d'après Sassou, c'est-à-dire quelqu'un qui se déplace souvent, qui n'est pas stable, qui n'est pas en sécurité en permanence. Ou, pour le cas donc de Tshisekedi, il n'a pas les moyens d'asseoir son pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Pour nous, juristes, et pour nous, en tant que politologues, qui apprécions les choses, et puristes, nous avons analysé les propos de Sassou comme étant une réponse ou carrément un prochain aboutissement de sa désaffiliation avec Félix Tshisekedi, qu'il avait humilié en le considérant donc comme traître, comme je l'ai dit, qu'il avait poignardé dans le dos. En tout cas, pour nous, nous rendons hommage à cet homme, Félix Tshisekedi. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ce t-shirt de Fathi que j'ai eu le jour justement de sa rencontre avec ses concitoyens à Charenton. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je lui ai remis un mémorandum. Et je pense qu'il doit tenir compte de ce mémorandum. Parce que s'il avait tenu compte de ce mémorandum, il n'allait pas rencontrer Sassou Nguesso, qui le trouve de faible. Lui, il doit s'armer, se défendre contre ce cobra. Il ne changera pas. Un prix spécial est décerné à Isidore Ayatonga. La transition avec le premier ministre André Milongo aurait-il pu durer 10 ans? Sinon, on était vraiment des gens qui aimaient ce pays. Si on était dans l'anticipation, est-ce que cette transition aurait pu durer 10 ans? Ou même 5 ans autres? Déjà 3 ans? Ou 5 ans autres? Pourquoi on s'est
précipité. Si je vous dis sincèrement, c'était la précipitation. Même un an, ce n'était trop. Et d'autres, ils voulaient même 6 mois seulement. Donc, vous imaginez, il restait le financement et autres. Donc, ils ont essayé pour trouver le financement. Donc, il y avait la soif du pouvoir, la soif de propre. Donc, tout ça a chamboulé. Et nous avions vu ça. J'ai vu ça de l'extérieur. Ce qu'on appelle la traversée du désert pour ces anciens du Nord, là. Qu'on a rencontré par-ci, par-là, les ministres qui avaient les magots, ils pouvaient vivre leur train de vie doré. Mais ceux qui n'avaient plus le magot, ils n'avaient pas eu les moyens de voler ou tout compagnie. Donc, ils se retrouvaient là dans la nasse, dans la pauvreté, dans le pauvre. On a beaucoup là. Et ce sont les mêmes qui sont repartis après du coup d'État. Alors, la transition aurait-il duré 10 ans? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison sur 5, que ça n'a jamais existé, une transition de 10 ans, jamais. Soit on est en guerre, on dit un pouvoir de papa, jamais on fait une transition, c'est un pouvoir, on dit, bon ben, pourquoi on en parle de transition? Si on veut faire quelque chose de 10 ans, on dit que nous avions un besoin de pouvoir de 10 ans ensemble. Il faut pouvoir faire des transitions. Il n'y a pas de transition. Quelle transition? C'est un pouvoir. Même les transitions font mieux que les pouvoirs. Au moment qu'on a des pouvoirs démocratiquement élus ou petits autres. Donc, vous voyez, donc s'il n'y a pas de sens ni d'explication, pourquoi parler de transition de 10 ans? Puisque ça n'a jamais existé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison sur 5, c'est le contexte. Ben oui, le contexte intellectuel, politique, citoyen, tout compagnie, géopolitique, force Afrique et tout compagnie. On n'en parle que les démocraties, mais attends, démocratie c'est quoi? Il faut les financer. Donc, mais en réalité, ça ne vous dit à rien, que ce soit démocratie ou transition, le résultat est le même. Si vous n'avez pas les gens bien et tout compagnie, ça vous dit toujours le même résultat. Pourquoi différencier transition, 10 ans, on parle. Donc, ça, c'est le questionnement. Chacun doit réfléchir. Donc, le contexte peut vous dire que, bon, ben, écoutez, on est en guerre, on est ceci, voilà, donc on fait ensemble pendant 10 ou 15 ans, ensemble. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous aviez le contenu intellectuel, politique, géopolitique, géostratégique pour tenir 10 ans ensemble? Au moment où tout l'environnement, tout vous bouscule. Vous croyez que vous allez faire 10 ans dans la zone France-Afrique de transition où il y a des profils, le risque en topologie, puisque dans votre pays, il y a toujours des gens qui vont venir chercher à vous fracasser dans votre propre pays, à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur. Et plus les assauts des gens ils vont prendre au Congo, par exemple, on va prendre 10 ans de transition, que ça marche, on va vous laisser tranquille comme ça? Certainement pas. La troisième raison sur 5, c'est le consensus patriotique. Il n'en a pas. Au Congo, historiquement, il n'y a eu que pendant les périodes de Yulu. Il avait su fédérer les gens pendant ces années-là, de 1952 à 1958-51. Je vous ai fait dans une vidéo. Il y avait des hommes de conviction. Il y avait peu de femmes, mais il y avait des hommes de conviction. On est sorti de la période coloniale. Mais depuis, plus rien. Donc, il n'y a pas de consensus patriotique. Sinon, ça se serait. Depuis 1997 jusqu'à nos jours. On passe par 2015, 2016, 2021. Et on se posait pour 2026. Il n'y a pas. Donc, sur ce plan, c'est une situation qui peut être accidentelle, qui est pas bon. Il y a une dynamique qui s'est construite et on peut arriver. Mais parler de consensus patriotique au Congo, il n'y en a pas. Depuis Yulu, il n'y a plus. Donc sur ce point, vous ne pouvez pas aller loin. Le quatrième et avant-dernier, la quatrième et avant-dernière région, c'est l'ordre France-Afrique et l'ordre mondial. Et les France-Afrique occidentale. Donc, vous croyez qu'on va laisser les Congolais
s'est débrouillé et tout compagnie ensemble, déjà de la diaspora, les associations et tout ont été fracassés. Et tout compagnie, les influenceurs, les hommes bien, on leur a foutu les bazars pour les problèmes de passeport, des problèmes administratifs, des sociaux, tout compagnie. On l'a foutu combien de fois? Attends, il ne faut même pas rêver. Au moment où il y a des agents, tout, on ne peut pas. S'il n'y a pas de patriotisme. Donc, la période, pour cette 4e et avant-dernière raison, c'est que pour avoir la période de transition de 10 ans, c'est une volonté politique. Ou quelqu'un qui est là au pouvoir, il se recoupe avec les gens qui ont la même mission que lui, allez, on y va. Jusqu'au bout. On s'en fout. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire dans une conférence nationale, dans une conférence inclusive ou internationale inclusive qu'on va régler les problèmes du Congo à l'échelle internationale, comme on en parle des conférences internationales sur le Congo. Donc ils ont fabriqué tous les trucs, c'est les bajas. Donc on est au cœur des conflits d'intérêts, des privilèges, des pas de droit, des saboteurs et tout compagnie. Nous avions le risque anthropologique. Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Sinon, ça c'est sûr. Donc, pour cette 4e et avant-dernière raison, la force Afrique ne veut pas perdre l'Afrique. Et donc, c'est bon au Sahel, en Afrique de l'Ouest, mais pour l'instant, en Afrique centrale, c'est qu'il y a des marches. Et donc là, il va mettre tous ses moyens avec cette anthropologie et tous ces autres. Donc nous sommes dans la nasse. Et ça va encore durer à un moment donné. Et que cette situation va se terminer de manière, on ne sait pas. La 5e et la dernière raison pour laquelle une transition de 10 ans pourrait... Mais non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que depuis que Denis Sassou Nguesso est là, si nous n'arrivons pas à s'entendre contre un dénominateur commun, comment nous allons entendre sur une position politique de 10 ans? Sur quelle base juridique? Sur quelle base anthropologique, citoyenne, intellectuelle, politique, militaire? Il n'y a pas. Donc il faut une dictature qui vient là, que j'impose une période de transition de 10 ans. Si vous ne voulez pas, donc voilà. Donc il ne reste plus que ça. Un patriote qui prend les décisions, se dit que je vais libérer ce pays, et voilà. Donc, les chiens à bois, les caravans passent, et je vais imposer avec les hommes et femmes de conviction pour restaurer tout ça. Donc, c'est quelque chose de spontané, qu'il y a un leadership qui prend les décisions de dire, ah, stop, on ne va plus aller comme ça. Donc, tout a fini, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest. Voilà, je tiens à préciser que ce classement que j'ai intelligemment établi ne saurait souffrir ni d'un fanatisme aveugle, ni d'un enthousiasme béat, ni d'un régionalisme ou clanisme quelconque, ni d'un sentiment d'injustice stupide, ni de toute considération farfelue et ou pensée négative que les uns et les autres pourraient avoir du fait de la mauvaise foi qui caractérise pas mal de Congolais. Sur ce, en ce jour du 10 juin 2024, je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les conférenciers de la Conférence nationale souveraine de 1991. 33 ans après, ces grands hommes politiques, ces grands acteurs politiques, ces grandes personnalités de la classe politique congolaise ont honoré notre République, ont fait honneur à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de la République du Congo. Malheureusement, 33 ans après, nous constatons que certains conférenciers ont fini par vendre leur âme au diable. Et quand je parle du diable, vous savez de qui il s'agit. Bien naturellement, de Sassou Denis Mathurin. Un mauvais qui va jusqu'aujourd'hui à vendre nos terres aux Rwandais. C'est pas possible. Il arrive que je me demande pourquoi cet homme est venu au monde, finalement, dans notre cher beau pays. Était-ce pour nous rendre malheureux? C'est triste. Je suis Elvis Karel Kakou, l'indigné civilisé. À très bientôt.